Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Et pour Kawa spécial élection présidentielle 2017. On accueille Florent Gougou qui est enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble et on attaque tout de suite avec la première question. De ce premier tour de l'élection présidentielle, on retient avant tout l'arrivée de Marine Le Pen au second tour. Avec 21,30% des voix, est-ce que le Front National peut se réjouir de ce score? Il peut évidemment s'en réjouir puisque l'objectif principal d'un parti d'un candidat qui est en lice pour le premier tour d'une élection à deux tours, c'est d'abord d'arriver au second tour de l'élection, là où va se jouer la gagne ou la défaite lors du scrutin. De ce point de vue-là, c'est évidemment une réussite pour le Front National. Ensuite, maintenant, si on veut discuter du niveau électoral atteint pour le Front National, la première règle à suivre en analyse électorale, c'est d'abord de comparer par rapport aux précédents scrutins du même type ou aux précédents scrutins du même type. Et de ce point de vue-là, le Front National n'avait jamais réussi un aussi bon résultat au premier tour de la présidentielle. Son record historique jusqu'à ici, c'était Marine Le Pen au premier tour de 2012 avec environ 18% des suffrages. Le meilleur score de l'extrême droite dans son ensemble, c'était le premier tour de la présidentielle de 2002 avec un peu plus de 19,5%. Avec 21,3%, on est à un niveau électoral supérieur à ce que le Front National n'avait jamais fait au premier tour de la présidentielle. Maintenant, si on réfléchit par rapport, et on décale un peu le regard, si on réfléchit par rapport aux élections intermédiaires de 2014-2015, aux européennes 2014, départementales 2015, régionales 2015, là, le Front National avait atteint des niveaux électoraux qui étaient nettement supérieurs, 25% européennes jusqu'à 28% aux régionales. Et si on compare par rapport à ce qu'on pouvait imaginer que le Front National pourrait faire au premier tour de la présidentielle, on a l'impression d'un tassement. Et pourquoi ce relatif tassement? Alors ce tassement, il est bien enregistré par les sondages d'intention de vote, et notamment les sondages quotidiens qui ont été faits au cours de la campagne, à la fois par IFOP et par OpinionWay, ce qu'on appelle les rollings. Il mesurait Marine Le Pen à 26% au début de la campagne électorale et plus qu'à 22% à la fin de la campagne électorale. Résultat, il s'est sans doute passé quelque chose pendant la campagne électorale. De ce point de vue-là, on a deux grandes hypothèses qui ne sont d'ailleurs pas contradictoires. La première, c'est qu'il y a eu pendant la campagne des changements dans la manière dont se structure le débat qui ont été défavorables au Front National. Une autre hypothèse serait de dire qu'en 2014-2015, on avait des scores électoraux du Front National qui étaient en partie gonflés par de l'abstentionnisme ce qu'on appelle de l'abstentionnisme différentiel, à savoir le fait que des électorats se mobilisent plus que d'autres. Et on avait observé notamment au régional que le Front National avait une bonne mobilisation en comparé aux autres électorats, avait une bonne mobilisation de son électorat, notamment par rapport à l'électorat de la gauche, ce qui avait pu le booster en quelque sorte. Alors que là, ce qu'on a observé pendant la présidentielle de 2017, c'est qu'on a eu au fond 80% de participation, avec donc une très bonne tenue de la participation et une remobilisation de l'électorat de la gauche qui s'était en partie démobilisé en 2014-2015. Ça a pu expliquer pourquoi est-ce que le Front National est retombé à un niveau inférieur à ce qu'il avait obtenu en 2014-2015. Alors justement, on parlait des sondages à l'instant, il y a une question de Léa sur Facebook. On a critiqué le rôle des sondages pendant la campagne. Que pensez-vous du rôle qu'ils ont pu jouer durant cette campagne d'élection présidentielle pour le premier tour? Les sondages ils ont été très nombreux pendant la campagne électorale, pendant la campagne présidentielle, jusqu'à plus de 30 par mois au cours du mois de mars. Mais encore une fois, là, de ce point de vue-là, rien de nouveau sous le soleil. En 2012, on avait exactement les mêmes types de dynamiques. En 2007, exactement les mêmes types de dynamiques, avec même des volumes qui se ressemblent largement. Donc ils ont été omniprésents, mais ils l'ont été en 2017 comme ils l'ont été aux précédentes élections présidentielles récentes. Maintenant, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est... Enfin, il y a un débat dans la science politique au sujet du rôle qu'ils peuvent effectivement jouer dans l'orientation des préférences des électeurs. Une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on met dans l'équation, qu'on intègre le fait que seulement une part minoritaire de l'électorat est très intéressée par la politique, et donc de ce fait peut être confronté au quotidien au sondage, on a sans doute une partie de l'explication, de la réponse, à savoir que il ne faut pas donner plus d'importance au sondage que les électeurs donnent d'importance au sondage. Une minorité d'électeurs sont très intéressés par la politique et suivent la politique au quotidien au point de connaître exactement les rapports de force mesurés par les sondages. Je n'ai pas l'impression que ce soit eux qui décident du vote des électeurs. Une autre question, sur Emmanuel Macron cette fois-ci. Arrivé en tête au premier tour avec 24% des voix, est-il assuré de l'emporter au second tour?
on n'est jamais assuré de gagner une élection à 2 tours avant que le second tour ait lieu et que les électeurs viennent voter. Donc il ne faut pas, personne n'est mis dans la boule de cristal et personne ne peut garantir à 100% qu'Emmanuel Macron sera le vainqueur dimanche prochain. En revanche, on a de bonnes raisons historiques de penser qu'il a des très grandes chances de pouvoir l'emporter, au-delà même déjà des rapports de force du premier tour qui le mettent déjà devant Marine Le Pen, et Marine Le Pen avec des possibilités de progression sur son score de premier tour qui paraissent relativement limitées, du moins en tout cas plus limitées qu'Emmanuel Macron. Maintenant, la chance d'Emmanuel Macron et le fait aussi, pourquoi est-ce que cette question-là se pose, à savoir s'il serait déjà élu, c'est précisément parce qu'il est en lutte face au Front National. Or, le Front National, c'est le parti qui, en France, a le plus de mal à gagner des élections dans des scrutins à 2 tours. Et si on reprend simplement des exemples qui viennent de 2015 au départemental et au régional, des élections, je le rappelle, qui étaient donc très favorables au FN au premier tour, avec des niveaux de 27-28%. Au départemental, il a gagné seulement 2% de ses compétitions au second tour. Si jamais on avait à faire un Guinness des records du nombre de défaites au second tour d'élection, le FRN serait un bon candidat pour cela. Et de la même façon, au régional, c'est 0 région remportée. Donc le Front National, au second tour des élections à 2 tours, dans des duels, voire même dans des triangulaires, il a beaucoup de difficultés à pouvoir l'emporter parce qu'il n'arrive pas à faire simplement le niveau, il n'a pas le niveau électoral suffisant pour gagner ce type de scrutin. Alors, justement, on a une question de Muriel autour de ces difficultés. Comment expliquez-vous la faible mobilisation contre le FN en 2017 par rapport à 2002, puisque cette année, on a vu quasiment 10 fois moins de personnes dans la rue pour manifester contre le Front National et sa présence au second tour? Au-delà de ça, d'abord, ce sont les réactions sur les plateaux télévisés à 20h dimanche dernier qui ont pu frapper, où c'était attendu que Marine Le Pen soit au second tour de la présidentielle. Sa tête s'est affichée sur les écrans de télévision, ça n'a surpris absolument personne. Le Front National, au fond, il s'est parfaitement banalisé dans le paysage politique français, et on n'a plus l'impression de prendre un coup de tonnerre, comme avaient pu le dire les commentateurs en 2002, quand il arrive au second tour. Encore une fois, on est dans ce nouveau monde électoral qui avait été esquissé par les élections de 2014-2015 avec un FN aussi haut. C'était simplement attendu que le Front National soit au second tour de la présidentielle, et au fond, la véritable surprise eût été qu'il soit troisième ou quatrième. Maintenant, comment est-ce que cela tend à valider la stratégie de Marine Le Pen depuis qu'elle est arrivée à la tête du parti en 2011, ce qu'on appelle la dédiabolisation, cette forme de banalisation, le fait de considérer que le Front National est un parti comme les autres. Eh bien, en fait, on a une douloureuse validation dimanche dernier ou encore hier, avec le fait que finalement, le Front National ne provoque plus les tensions quasi urticantes que ça pouvait être le cas en 2002. Pour autant, et je vais vite sur ce point, le baromètre Sofres, publié tous les ans au début de l'année, qui mesure l'image du Front National, et notamment une question très intéressante pour savoir si le Front National constitue ou pas une menace pour la démocratie, continue d'enregistrer des scores relativement élevés. Aujourd'hui, on est quasiment entre environ 58% des sondés au sondage de début 2007 qui considéraient que le Front National constituait une menace pour la démocratie, et on a là une belle explication de son incapacité à gagner des élections au second tour. Parlons un peu de l'analyse des résultats électoraux à l'issue du scrutin du premier tour. Sait-on qui se trouve derrière le vote Front National et derrière le vote Macron? Oui, on a des très bonnes indications, à la fois par les résultats des sondages qui ont été faits après le vote et par l'analyse des résultats électoraux. Et on retrouve au fond d'abord des dimensions sociologiques très puissantes derrière le vote pour Emmanuel Macron et le vote pour Marine Le Pen. Le vote pour Marine Le Pen, c'est d'abord un vote de milieu populaire, avec des scores très élevés chez les ouvriers, quasiment 40% au premier tour. Ça fait pas loin du double de son score au niveau sur l'ensemble de la population. Un petit peu moins chez les employés, mais encore des scores très élevés. Et on retrouve là aussi, quand on regarde la géographie électorale, tous les scores très élevés que fait Marine Le Pen dans le nord-est ouvrier de la France, qui sont à la fois aujourd'hui ses principaux fiefs électoraux, avec aussi le pourtour méditerranéen, mais aussi ceux où elle est la plus dynamique. Donc les plus fortes progressions du FN par rapport à 2012, donc de Marine Le Pen par rapport à elle-même en 2012, ils s'observent précisément dans ces terres ouvrières. Emmanuel Macron, de son côté, lui, a d'abord un électorat de cadres et de professions intellectuelles supérieures, et qu'on retrouve aussi dans la géographie électorale par les scores très importants qu'il a pu faire dans les centres-villes, notamment. Alors,
Là, on est sur des distinctions géographiques, mais on entend beaucoup que les jeunes ont voté pour Mélenchon et Marine Le Pen, tandis que les personnes plus âgées auraient pu voter pour Macron et Fillon. Est-ce que ça se vérifie? Est-ce qu'on peut parler en France de fossé générationnel, comme cela a pu être observé au Royaume-Uni au moment du Brexit, par exemple? Ce qui s'observe, et cela c'est indéniable, et c'est une grande structure par ailleurs du vote de droite, c'est le fait que François Fillon ait eu un survote très important parmi les seniors. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en sociologie électorale. Maintenant, sur le vote des jeunes, il faut être assez prudent. D'abord parce que tous les instituts de sondage ne donnent pas exactement les mêmes données par rapport à cela. Et d'autre part parce que les écarts qui sont mesurés par rapport à la moyenne du score de chacun des candidats ne sont pas aussi importants que ce qu'on peut observer pour d'autres groupes sociaux. En revanche, on aurait des bonnes explications pour lesquelles ce serait Mélenchon et Le Pen qui feraient les meilleurs scores chez les jeunes. C'est vrai parce que ces jeunes-là, ils arrivent dans un jeu électoral donc qui, qui a des enjeux qui sont ceux sur lesquels peuvent surfer à la fois le Front National et l'immigration. Donc un enjeu électoral qui est installé dans le paysage électoral, dans le paysage politique quand les jeunes arrivent pour voter. Et de la même façon, les tensions sur lesquelles se construit Jean-Luc Mélenchon, avec à la fois des questions autour des inégalités et une fusion inégalité, environnement, revendications hyper démocratiques. Ça aussi, ce sont des nouveautés. Et donc les jeunes peuvent être particulièrement sensibles à ce genre d'enjeu. Si en revanche vous êtes un électeur qui a 65 ans, et vous êtes arrivé dans le jeu électoral il y a bien longtemps, et c'est d'autres types d'enjeux qui primaient à ce moment-là, quand vous êtes entré dans le corps électoral, ce sont eux autour desquels vous avez construit votre polarisation politique, et ça continue à peser aujourd'hui dans votre vote. On va élargir notre regard par rapport aux deux candidats qui seront présents au second tour, pour se poser la question de la relative défaite du Parti socialiste et des Républicains. Est-ce que cette défaite, ou ces scores qui ne sont pas ceux qu'ils attendaient en tout cas, est-ce qu'elles annoncent la fin du bipartisme en France? Est-ce que les bons scores de l'extrême gauche et de l'extrême droite ont vocation à se reproduire selon vous? Donc d'abord, ce bipartisme, il n'a jamais réellement existé en France. On avait deux grands partis de gouvernement, mais qui dominaient, pour le PS au sein de la gauche, pour les Républicains au sein de la droite, sur une myriade d'autres partis politiques, et c'était systématiquement en alliance. Le bipartisme, c'est les États-Unis. C'est simplement les Républicains et les démocrates. Le paysage électoral français, il est nettement plus compliqué que cela. Maintenant, sur leurs résultats électoraux et le fait qu'ils ont été chacun éliminés du premier tour. D'abord, on a des situations très différentes entre les Républicains, avec un score de Fillon autour de 20% pour le premier tour, alors que Benoît Hamon, lui, de son côté, est tombé à moins de 7%. Donc on a quand même des résistances qui n'ont rien à voir entre les deux partis. En revanche, si on fait le total, par exemple, de ces deux grands partis de gouvernement en France, on retrouve moins de 30% des suffrages, alors que généralement, à la présidentielle, on avait des niveaux électoraux qui étaient de l'ordre de 40 jusqu'à même encore beaucoup plus élevés que cela. Si vous réfléchissez par exemple en 2012, François Hollande plus Nicolas Sarkozy, ça faisait au-delà de 50% des suffrages exprimés. On observe dans toutes les démocraties occidentales cette tendance au recul des partis de gouvernement. Et parfois avec des effondrements du même type que la France, aussi spectaculaires. Si vous regardez ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, vous avez aussi l'effondrement des deux grands partis de gouvernement. Si vous regardez la présidentielle autrichienne l'année dernière, vous avez aussi, au second tour de la présidentielle, ni le SPE, ni le EVP, donc ni le Parti social-démocrate, ni le Parti conservateur. Et je pourrais multiplier les exemples autant que je le voudrais pour vous montrer que à la fois les sociodémocrates d'un côté, mais aussi les conservateurs et les libéraux de l'autre côté, tendent à reculer dans le temps, et ça peut expliquer, ça participe de l'explication de cette élimination des deux grands partis de gouvernement français au premier tour de la présidentielle. Évidemment, la chose a été encore accélérée par la crise économique de 2008. Maintenant, dernier élément de prudence, attendons d'abord les législatives avant de signer la fin de ces deux grands partis de gouvernement. Si on se retrouve avec un nombre très élevé de députés, à la fois issus du PS et surtout des Républicains, on risque d'être plus prudent sur la disparition de ces deux partis de la scène politique française. Si l'on revient sur le second tour, une question de Rennes, est-ce que Marine Le Pen peut espérer gagner des voix de la part des électeurs de Mélenchon? Marine Le Pen, elle va gagner des voix et qui viendront de quasiment tous les électorats du premier tour. C'est quelque chose qu'on connaît très bien dans toutes les élections présidentielles qui ont eu lieu jusque-là. Il y a des transferts de voix qui nous paraissent a priori insoupçonnables et qui peuvent exister parce qu'il y a des électeurs qui peuvent avoir des préférences qu'on a du mal à saisir et qui ne nous paraissent pas parfaitement cohérentes par rapport à nos propres reclassements. Maintenant, elle va gagner.
des voix de la part d'électeurs qui auront voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Mais ce sera quelque chose de complètement marginal par rapport aux flux électoraux qui viendront pour Marine Le Pen depuis l'électorat de droite. Et par ailleurs, pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, et les sondages mesurent cela très bien depuis le premier tour, la majorité des flux va aller sur Emmanuel Macron, une part significative vers l'abstention et une part minime vers Marine Le Pen. Attendons évidemment le second tour pour pouvoir confirmer cela, mais ce sont des structures qu'on connaît très bien. Lors des seconds tours où le FN est présent, il arrive à capter une partie, une fraction, mais non négligeable, mais en même temps pas très élevée, des électeurs qui sont portés sur la gauche au premier tour. C'est d'abord du côté de la droite qu'il obtient ses plus grands transferts de voix. Pour aller dans une autre direction, une question de Muriel. Comment analysez-vous l'émergence des partisans du ni Le Pen ni Macron, lors du vote du second tour? Alors, il y a deux explications possibles et qui ne sont pas nécessairement contradictoires. La première, c'est cette affaire de banalisation du Front National qui fait que le Front National fait pour une certaine partie des électeurs moins peur et nécessite moins qu'il puisse y avoir ce rejet absolu du Front National et le fait de considérer qu'il n'y a pas de... que c'est pas si grave que ça si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Ça peut exister, on l'entend. D'autre part, la deuxième type d'explication, c'est aussi le surgissement au sein de la vie politique française d'un clivage de plus en plus important entre les libéraux mondialisateurs et ceux qui sont hostiles à la manière dont la mondialisation se construit. En fait, plus vous avez des fractures importantes entre les électeurs et entre les positions qui sont défendues par les partis politiques, plus vous avez du mal à vous reporter sur le Front National. Alors en fait, précisément, ce qui se passe dans une partie significative de l'électorat de gauche aujourd'hui, c'est cette polarisation très forte autour de l'hostilité à la manière dont se construit la mondialisation, dominée par le paradigme néolibéral. Et on comprend bien pourquoi est-ce que ces électeurs-là, finalement, mettent dans le même sac Emmanuel Macron, par le fait qu'ils sont hostiles à la manière dont se construit la mondialisation, et Marine Le Pen, ils sont également hostiles à la manière dont elle construit l'identité nationale, mais fondamentalement, ils n'arrivent pas à faire le poids entre ces deux formes d'opposition. Du coup, si je reviens sur la première hypothèse, c'est une question de Yolène sur Facebook. La dédiabolisation du FN a réussi dans une certaine mesure. Alors, là, évidemment, et on le mesure d'abord par les scores du premier tour que peut faire Marine Le Pen, d'une part, et qu'a pu faire le Front National en 2014-2015. Donc en fait, cette idée-là, que le Front National fait un petit peu moins peur que ce qu'il pouvait le faire jusqu'à ce que Jean-Marie Le Pen passe la main. En revanche, et d'autre part, enfin, deuxième élément aussi, cette réaction, encore une fois, je le redis, au soir du second tour, au soir du premier tour de la présidentielle, quand on voit comment réagissent les journalistes, quand on voit comment réagissent les responsables politiques, on comprend bien qu'il s'est passé quelque chose dans l'image qu'a le Front National. En tout cas, dans leurs yeux. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire pour le Front National pour devenir un parti absolument comme les autres. Un parti qui ne constituerait aucune menace pour la démocratie. On en est très loin, et ça va sans doute expliquer largement pourquoi est-ce que le Front National sera incapable d'aller concurrencer véritablement Emmanuel Macron dimanche prochain. Si l'on pousse un petit peu la question sur le Nini, Léa nous demande quels sont les risques, ou les éventualités de vote blanc et nul pour le résultat de dimanche prochain. Alors d'abord, est-ce que ce phénomène va exister ou pas? Il va exister, mais il existe encore une fois à toutes les élections présidentielles jusque-là, y compris quand on a un duel entre le PS et les Républicains. Si vous regardez les élections de 2012, il y a plus de blanc et nul au second tour. C'est une réduction de l'offre électorale. Une partie des électeurs ne se retrouvent pas dans les candidats qui sont ici en lice. Et là, de fait, on a une partie des électeurs qui ne se sentent pas représentés ni par Emmanuel Macron ni par Marine Le Pen et qui, par ailleurs, refusent de choisir entre les deux. On va la voir, cette augmentation des blancs et nuls. Ça ne sera pas une surprise par rapport à ce qu'on connaît jusque-là. La surprise, ce serait qu'on ait une flambée des blancs et nuls par rapport à ce qu'on observait jusque-là. On va regarder avec précision dimanche soir. On a plusieurs questions sur le PS. Sandra nous demande, selon vous, est-ce que c'est le côté frondeur de Benoît Hamon qui a entraîné un score aussi faible pour le parti qu'il a représenté pour sa candidature? Et Jamel enchaîne sur cette question en nous demandant,
Du coup, selon vous, que va devenir le PS avec des scores aussi faibles lors de cette élection? Benoît Hamon avait réussi pendant la primaire à enclencher une dynamique autour de lui et tous les instituts de sondage avaient mesuré à la fin de la primaire, quand il avait été désigné, qu'il avait là, à ce moment-là, un avantage sur Jean-Luc Mélenchon. C'était en quelque sorte comme une première petite poussée qu'il lui fallut confirmer. Il n'est pas arrivé à le faire, simplement parce que pendant quasiment un mois après sa désignation, il a disparu des écrans radars. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon a continué à tracer son sillon, bien aidé par le fait qu'il avait réussi à mobiliser aussi sur Internet et qu'il n'avait pas besoin de relais médiatiques puissants pour pouvoir continuer à mobiliser une partie des électeurs potentiels qui pourraient venir vers lui au premier tour de la présidentielle. Et au fond, Jean-Luc Mélenchon a gagné la bataille de la crédibilité pour savoir quel pourrait être le meilleur candidat de gauche au premier tour de la présidentielle, alors que tous les deux avaient des options politiques qui, au fond, sont relativement proches. Benoît Hamon, lui, de son côté, a disparu de la campagne pendant quasiment un mois, n'a pas su ranger le Parti socialiste derrière lui, a perdu du temps à simplement réimposer ses thèmes dans la campagne électorale. Je vous rappelle, c'est dans les 2 dernières semaines de sa campagne qu'est venu sur son site internet le simulateur de revenu universel. Il aurait pu venir depuis le mois de janvier. Il n'y avait absolument aucun obstacle à ce qu'il vienne depuis le mois de janvier. Vous voyez bien comment est-ce qu'il a réussi. Enfin, il a disparu des écrans radars et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon est devenu le candidat dominant au sein de la gauche, aux yeux des électeurs d'abord, et ça a été confirmé par les sondages. Donc mauvais timing, mauvaise communication pour Benoît Hamon finalement. Maintenant, que va devenir le Parti socialiste? Ce sont les élections législatives qui vont déterminer ce que va pouvoir devenir le Parti socialiste. C'est un parti qui jusque-là a su résister à des moments où il avait perdu beaucoup d'élus. C'est d'abord un parti d'élus, donc c'est d'abord un parti qui a besoin, pour vivre, d'avoir des responsables politiques qui gagnent des élections. Jusqu'en 2014-2015, c'était le parti à gauche qui était celui qui était le plus capable d'offrir des carrières politiques attractives pour les possibles personnes qui avaient envie de faire carrière dans la politique. L'enjeu des législatives, là, en 2017, c'est de confirmer ce statut de parti qui est le seul à pouvoir offrir des carrières politiques attractives. Si par aventure il n'y arrivait pas, là on pourrait s'interroger véritablement sur sa capacité à survivre sous sa forme actuelle au-delà de la séquence 2017. On saute un tout petit cran en arrière puisqu'on a la question sur le vote blanc interroge les internautes. Que pensez-vous du référendum d'initiative populaire ainsi que de la reconnaissance du vote blanc qui est proposé par exemple par le FN? Objectivement, la reconnaissance du vote blanc, c'est une vieille lune de la vie politique française qui fondamentalement permettrait de mesurer combien de personnes votent blanc et nul, et éventuellement, si on les reconnaissait, d'avoir un président de la République qui soit élu avec moins de 50% des suffrages. Mais à l'heure actuelle, on les dénombre, les blancs et les nuls. Donc en fait, si on a envie de mesurer combien de personnes votent blanc, on le sait parfaitement. On le sait parfaitement. Ce que ça changerait fondamentalement, c'est le fait qu'on puisse avoir un président ou une présidente de la République qui soit élu avec moins de 50% des suffrages exprimés au second tour, le jour où vous considérez que le vote blanc est un suffrage exprimé. Alors aujourd'hui, c'est contraire à la Constitution qui faut absolument que le président de la République soit élu à la majorité absolue des suffrages, donc ce serait la première obstacle, mais ça peut être changé. La seconde chose, c'est que oui, ça pourrait être un nouveau terme, enfin une nouvelle mesure de la distance qui peut exister entre une partie des Français et leur système politique. De ce point de vue-là, l'abstention dit aussi déjà beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure du report des voix, que ce soit pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron. Et on a vu récemment que Marine Le Pen a repris des éléments de discours de François Fillon. Pensez-vous qu'il s'agisse de sa part d'une stratégie pour aller chercher des voix chez les Républicains malgré la proposition ou l'appel de François Fillon à voter pour Emmanuel Macron? Dans la première semaine de la campagne, on a eu l'impression qu'elle allait chercher des voix chez Jean-Luc Mélenchon. Dans la seconde partie de la campagne, on a l'impression qu'elle va chercher des voix chez François Fillon. Elle va simplement chercher des voix là où elles sont, à savoir chez les candidats qui ont été éliminés à l'issue du premier tour. Et il y a des candidats qui sont éliminés, c'est d'abord la gauche, dans son ensemble, qui a été éliminée du premier tour, et c'est aussi la droite modérée. Donc il y a de bonnes raisons de lancer des messages vers ces deux types d'électorats-là. Simplement, c'est une stratégie classique de second tour, à savoir d'aller essayer de séduire les électeurs qui ont voté pour un autre candidat qui a été éliminé à l'issue du premier tour. Une question sur la médiatisation des candidats. Thomas nous demande
ce que vous pensez de la mise en place de la loi Urvoas qui empêche la médiatisation égale des candidats ou qui empêche ou limite l'émergence des nouveaux petits candidats, en tout cas dans leur expression et dans leur médiatisation. Est-ce que ce frein à la médiatisation égale des candidats est un frein à la démocratie? C'est intéressant la campagne, la manière dont elle s'est déroulée, c'est extrêmement intéressant. Donc, la campagne officielle, elle s'est ouverte seulement, un petit peu après le début du mois d'avril. Et là, d'un coup, on a eu un changement de ton. Et le fait d'avoir des petits candidats qui doivent être invités, et qui doivent avoir le même temps d'antenne, d'antenne que les grands candidats, a permis de recentrer en partie le débat autour des thèmes de la campagne et de ne pas avoir seulement des questions autour des affaires et des affaires. Et précisément, donc, de ce point de vue-là, il y avait quelque chose de sans doute plus démocratique, dans le sens où on pouvait discuter plus volontiers des orientations que pourrait prendre le pays, parce que précisément, on ne pouvait pas parler à tous les candidats seulement des affaires qui ont largement parasité la campagne jusque-là. Donc oui, vraisemblablement, avoir aussi des petits candidats, mais ce n'est pas le fait d'avoir des petits candidats en soi qui change quelque chose, c'est le fait que c'est surtout, c'est l'effet, à savoir que ça implique de discuter plus volontiers des programmes de campagne, parce qu'on ne peut pas faire 10 minutes d'interview en ne parlant que des affaires. Merci beaucoup, merci aux internautes pour leurs questions, merci à vous Florent Gougou pour vos réponses, et à tous, n'oubliez pas d'aller voter lors des prochaines élections, que ce soit les présidentielles ou les législatives qui viendront un petit peu plus tard. À bientôt.